Et donc je vais proposer à Jean-Pierre Dumont, qui est le directeur adjoint du groupe BRL, de me rejoindre, ainsi qu'à Carmen Etcheverry, qui est responsable développement durable chez Advini. Installez-vous. Bonjour monsieur. Nina Graveline, qui est économiste de l'eau à INRAE, qui travaille sur différents projets de recherche et d'innovation sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Et puis Yvon Pellet, qui est maire de... maire de Saint-Geniès-des-Mourgues, Mourgues ou Mourgues, j'ai un doute. Mourgues, merci de m'aider, parce qu'il est occupé à saluer tout le monde. Conseiller de Montpellier Métropole, Montpellier Méditerranée Métropole, et puis surtout délégué à l'agriculture au sein du conseil départemental de l'Hérault. Vous êtes tous là, merci de votre présence. Vous partagez chacun deux micros. Ça devrait aller. Si jamais on ne vous entend pas, on vous donnera un micro supplémentaire, mais ça devrait aller. Allez, on les écoute. Merci déjà de votre présence. Et j'ai une première question pour vous. Un premier constat de départ. Depuis ce matin, on parle donc de l'enjeu eau qui se pose à la viticulture, mais la viticulture, elle n'est pas toute seule sur un territoire, et peut-être que c'est un premier constat de départ qu'on peut partager tous ensemble. Cette question de l'eau qui se pose ici pour la viticulture, elle se pose aussi pour beaucoup d'autres secteurs et beaucoup d'autres activités économiques. Nina, pour réagir en premier lieu. Oui, bien sûr. Enfin, je pense qu'on en a déjà parlé essentiellement ce matin, mais oui, là, on est beaucoup dans le monde de la viticulture, et on voit que l'augmentation de la demande en eau pour cette culture est évidente, mais comme toutes les autres, on est sur des territoires où il n'y a pas que de la viticulture, et donc la question que vous amenez sur le partage de l'eau avec les autres cultures agricoles et bien sûr les autres usages tels que l'eau potable, le tourisme et un petit peu l'industrie. Et ça, est-ce que le monde de la viticulture, qui est un monde en soi, la profession, on en parlera aussi avec Carmen, est-ce que on peut se le dire entre nous, personne ne nous regarde ou nous écoute, est-ce que ce monde viticole est assez conscient que le monde vin n'est pas que un monde pour le vin. Enfin, ma question est mal formulée, mais vous avez compris l'idée. La viticulture, c'est un monde en soi, et les viticulteurs sont tous des ultra passionnés de ce monde-là. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à faire comprendre aussi, ou faire comprendre, le terme est très maladroit, vous avez compris l'idée. Mais est-ce qu'il y a ce besoin de prendre conscience que le monde n'est pas que vin, voilà, dit autrement. Mais moi, je pense que le monde agricole, en général, est tout à fait à même à comprendre qu'il faut partager l'eau. C'est une évidence. Il ne faut pas... Excusez-moi. La question était un peu provoque. Elle ne se veut surtout pas condescendante. Vous avez compris l'idée. Il ne faut pas stigmatiser le monde agricole en disant qu'ils veulent l'eau que pour eux. Non, le monde agricole, ce sont des gens qui boivent de l'eau. Ils boivent du vin, certes, mais ils boivent de l'eau aussi. Ils ont besoin d'avoir de l'eau chez eux pour leurs enfants, etc., pour partager. Je crois qu'aujourd'hui, la compréhension du partage de l'eau, elle est évidente. Et les agriculteurs sont très, très conscients de ce partage et sont volontaristes pour ce partage. Du côté de BRL, pardon, Carmen, tu voulais réagir en premier? Ouais. Du côté de BRL, vous êtes un aménageur de territoire, vous fournissez de l'eau. Comment vous gérez du coup cette difficulté à apporter de l'eau à des viticulteurs, mais pas que? Voilà, je ne sais pas si ça marche. Ça marche très bien. Donc, par conception, je dirais, les ouvrages aujourd'hui sont partis d'ouvrages multi-usages, des ouvrages nouveaux réalisés par BRL. Le projet Aquadomicia, c'est un projet avec 3 usages de l'eau au départ. Donc, il y a certes 40% pour l'irrigation et la viticulture principalement, mais il y a aussi le reste pour à la fois les milieux et l'eau destinée à la potabilisation. Et ensuite, je voulais rajouter quand même quelque chose de très important, c'est que on est face à de l'eau apportée à la parcelle via des réseaux de transfert puis des réseaux d'irrigation qui, par conception, sont déjà économes. Par conception, on a des réseaux les diamètres des tuyaux ne permettront pas d'alimenter plus d'1 mètre cube heure par hectare.
ça veut dire qu'on est déjà sur des ratios de consommation extrêmement faibles. Si on voulait mettre 5-6 mètres cubes par hectare sur de la viticulture, on ne pourrait pas par conception des réseaux. Donc voilà, déjà. Ensuite, on est aussi sur des tuyaux qui sont par conception saturés. Ça veut dire que la totalité du débit entrant dans le tuyau est déjà distribuée au moment où le tuyau est mis en service. Donc il n'y a pas de marge de manœuvre en quelque sorte. Voilà. Donc, et puis évidemment, par conception, également, les réseaux d'irrigation côté parcelle sont tous équipés aujourd'hui de goutte à goutte, parce qu'avec 1 mètre cube par hectare, vous ne ferez pas fonctionner des canons. Voilà. Carmen, une réaction là aussi au sein d'Advini. Les viticulteurs sont tous spécialisés sur la viticulture? Oui, nous on est producteurs de vin. Ouais. Mais 100%, je dirais, ils sont pas... On s'intéresse à la diversification avec des projets autour de l'agroforesterie, de la permaculture, mais c'est une voie de diversification, d'adaptation en marge. Et du coup, sur cette question voilà, j'ai pas besoin, c'est pas parce que j'ai besoin de l'eau que je vais en avoir, parce qu'il y a aussi d'autres usages. Est-ce que ça, c'est un raisonnement simpliste, mais qui est évidemment voilà, partagé, appréhendé, compris par des viticulteurs qui, par nécessité, ont besoin de construire leurs revenus grâce à l'eau, et donc légitimement, ils en attendent, voilà, ils attendent des volumes. Mais... Oui, je rejoins un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Hein. Enfin, les viticulteurs, ils travaillent aussi, ils vivent aussi dans une société, ils ont quand même bien conscience des systèmes de contraintes qui s'appliquent à tous, et des vignerons en 2023 qui disent que l'eau, c'est pas un enjeu, qu'on peut la gaspiller, ça n'existe plus. Et quelle que soit la structure et quelle que soit la région, même de production, parce que là, on parle beaucoup de milieu méditerranéen, mais c'est des questionnements qui arrivent dans toutes les appellations et dans toutes les régions. Désolé la question naïve, hein, mais ça semblait important de vous, en fait, vous permettre aussi voilà, ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en le disant, que les agriculteurs et les viticulteurs en particulier font partie de la société, même si, on insiste un peu quand même, il y a le monde des vins pour beaucoup, mais pas que, et tout le monde en a conscience. Donc si on se dit, une fois qu'on a posé ce constat-là, à quelles conditions, justement, on peut imaginer qu'à l'échelle de l'exploitation, l'irrigation de la vigne soit possible. On a vu tout un tas de leviers techniques qui sont à mettre en œuvre, mais je sais que M. Pellet voudrait réagir, j'imagine, sur le fait que la viticulture n'a pas attendu les problèmes actuels pour bouger et évoluer. Vous savez, les viticulteurs évoluent. Hein. Ils évoluent. La viticulture, quand le canal du Baronne, dans les années 70, est arrivé sur le territoire, moi je me souviens, je parle malheureusement avec mon âge, les vignerons criaient haut et fort, on arrachait une rangée de souches pour mettre un tuyau, et ils disaient, mais et BNREL payait le cépage, la plantation derrière, mais ils disaient, on m'arrache une rangée de vignes pour mettre de l'eau, mais de l'eau, il y en a, il en tombe. Et aujourd'hui, c'est même, je le dis souvent à Jérôme Despé, que vous devez connaître, son grand-père, ses oncles, tout le monde rouspétait. Donc aujourd'hui, l'eau... Représentant local de la FNSEA, si jamais... Voilà. Non, mais c'est le chambre d'agriculture, du président. Donc aujourd'hui, il y a eu une évolution, mais il y a eu une évolution aussi dans la façon de traiter, de mener les vignes. Les vignerons à l'époque, et encore une fois, je parle avec mon âge, les travaux qui étaient faits à l'époque... Je crois que je le dis toujours, je ne suis pas vigneron, hein, rassurez-vous, hein, mais les vignerons sont les premiers écologistes, parce que c'est eux qui ont fait de très très gros efforts, des efforts. Vraiment, aujourd'hui, certaines fois, on les stigmatise, on voit passer un vigneron avec un tracteur, un appareil de traitement derrière vide, il va polluer. Hein. Mais je crois que bon, ce qui était fait à l'époque et ce qui est fait aujourd'hui, il y a eu des efforts colossaux de fait. Donc aujourd'hui, je crois que bon, l'irrigation est un des leviers du changement, de l'adaptation de l'agriculture dans le changement climatique, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. On l'a vu depuis ce matin, justement, que c'était un des leviers d'adaptation. Là, je voulais en venir, c'était justement à quelles conditions cette irrigation sera rendue acceptable, on va dire pertinente pour les viticulteurs et les vignerons, mais aussi acceptable pour les autres acteurs de la société. Au regard de la première question et de la réponse que vous avez apportée, on a tous conscience qu'il faut partager cette ressource. Est-ce qu'il n'y a pas là des gages à donner? Je sais que chez Advini, par exemple, vous avez mis en place un certain nombre de mécanismes d'optimisation de l'irrigation actuelle pour éviter de donner à voir, en tout cas de faire croire qu'on gaspille de l'eau. Alors oui, et puis il faut éviter de gaspiller de l'eau, au-delà de ce qu'on donne à croire et de ce qu'on... On a en effet une philosophie derrière qui est autour de l'optimisation de la consommation d'eau. On a conscience que le fait de prélever de l'eau, que ce soit dans les milieux, que ce soit dans des ressources, et on pourra discuter ensuite des sources d'eau, c'est un sujet. C'est un sujet qui doit être arbitré de façon collective sur la priorisation des usages. Mais au-delà de cette question-là, toute goutte d'eau qu'on consomme, qu'on prélève, doit être optimisée.
Et ça fait partie de beaucoup de sujets qu'on a balayés ce matin. On a en effet fait des campagnes de mesure de chambres à pression pour avoir un pilotage très fin du niveau hydrique, donc pour apporter de l'eau vraiment au bon moment et quand elle est nécessaire. Sauf que, comme on l'a évoqué, c'est des mesures qui se prennent à 3 heures du matin avec des chambres à pression, c'est assez fastidieux. Donc ce qu'on a développé justement, c'est des systèmes d'intelligence artificielle qui sont capables, à partir de grosses bases de données qu'on a collectées dans différentes régions à travers le temps sur différentes caractéristiques pédoclimatiques, qui permettent justement d'aller extrapoler le niveau de stress. Tout ça couplé avec des systèmes tels qu'ils ont été présentés tout à l'heure, des systèmes performants qui permettent d'avoir des pilotages fins, donc des peignes qui permettent d'avoir un peu plus de sélectivité, des électrovannes et des pilotages qui peuvent se programmer un petit peu pour des apports d'eau, par exemple de façon un petit peu plus phasée, des apports d'eau la nuit. On arrive quand même à avoir un vrai usage optimisé pour que chaque goutte d'eau ait vraiment une utilisation optimale. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais les résultats sont quand même extrêmement satisfaisants. Et vous êtes un ovni dans la profession, ou vous considérez que voilà, c'est quelque chose, et je vous laisserai réagir bien sûr, qui est très répandu? Alors non pas le souci de le faire, mais d'être en capacité technique opérationnelle de le faire avec les bons outils, parce qu'on l'a vu depuis ce matin, c'est pas si simple de transférer la connaissance et de mettre dans les mains de viticulteurs des outils qui puissent réellement, qui correspondent à leur quotidien, qui puissent intégrer dans leur quotidien. Un ovni, non, peut-être un peu en avance parce qu'on a des ressources qu'on peut mettre à disposition et qu'on peut utiliser à des fins justement de R&D, d'expérimentation. Mais c'est clairement, je le disais tout à l'heure, c'est un peu le sens de l'histoire. Ces outils-là, ils sont encore émergents. Tout le monde a conscience qu'il faut qu'on actionne l'intégralité des autres leviers agronomiques avant d'apporter de l'eau et qu'il faut que l'eau soit apportée le mieux possible. Alors, on a des réseaux qui sont ce qu'ils sont et qui ont été dimensionnés d'une certaine façon, qu'on ne peut pas forcément faire évoluer du jour au lendemain. On a des organisations, on en parlait tout à l'heure justement sur les capacités de pilotage fin. Tout ça, c'est des choses qui doivent être réformées. Ça prend du temps parce que c'est des investissements, parce que c'est des infrastructures. Mais clairement, tout le monde va dans cette direction-là. Et au sein d'Advini, juste avant de passer la parole à Jean-Pierre Dumont, au sein d'Advini, donc vous êtes directement producteur, mais vous êtes aussi sur la partie négociant. Là, on parle que du métier producteur, ou est-ce que du côté négociant, le raisin que vous achetez, ou le vin que vous achetez d'ailleurs, les deux. Chez vos viticulteurs partenaires fournisseurs, vous voyez ces outils déjà déployés, ça fait partie de votre cahier des charges, ou est-ce qu'on est encore au début de l'histoire? On est au début de l'histoire. On est en train de les concevoir chez nous et on essuie encore les plâtres. Là, on est sur les 3e années d'acquisition de données, on a des modèles qui ne sont pas toujours extrêmement fins. Ouais, donc on est sur du prototype quoi encore. On est encore en phase exploratoire. L'idée, oui, c'est qu'on puisse réussir, une fois qu'on aura des outils qui fonctionnent, à les déployer le plus largement possible pour que ce qu'on a réussi à mettre en œuvre chez nous puisse se développer. Jean-Pierre, vous voulez continuer à réagir? Voilà, donc là, on est en train de parler d'un avenir qui sera vraiment très intéressant parce qu'on sera sur une optimisation avec des outils aussi d'irrigation qui seront adaptés. Par exemple, une vanne qui, lorsqu'on l'ouvre, irrigue la bonne parcelle. Et ensuite, on est aussi face à des irrigants qui sont parfois propriétaires de quelques hectares. Donc, ils n'ont pas des moyens logistiques très importants. Ils ont qu'eux-mêmes comme moyens pour pouvoir assumer tout ça. Et donc, des moyens financiers aussi limités. Donc, il est vrai que dans le temps intermédiaire, je dirais, entre une très grande amélioration, une performance des réseaux et aujourd'hui, il y a quand même des outils qui existent. BRL a développé un outil qui s'appelle Okapi, qui, à partir d'une base de données météorologique et de profondeur des sols, permet de donner aux agriculteurs, via un smartphone, un conseil à l'irrigation. Alors, certes, il n'est pas parfait, mais il est simple. Et est-ce qu'il est déployé? Il est déployé auprès des clients BRL, en effet, et il est simple d'utilisation. Et après, évidemment, il ne répond absolument pas à la totalité des problématiques pointues. Mais il donne quand même une indication à l'agriculteur. Il permet déjà peut-être à l'agriculteur déjà de pas rien avoir et de moins se tromper en ayant cette information, même si ce n'est pas une information ultra précise. Tout à fait. Voilà. C'est déjà faire mieux. Après, libre à l'agriculteur d'aller plus loin. Mais enfin, en tous les cas, c'est le premier pied à l'étrier pour l'agriculteur, pour le viticulteur, vers quelque chose d'un peu plus scientifique que le doigt mouillé. Ouais. Est-ce que du coup, pour BRL, pareil, désolé pour la question naïve, parce que la réponse est dans la question, mais cet enjeu de sobriété de l'eau et d'arriver à connecter une ressource durable avec des usages sobres, ça, comment vous le gérez concrètement et comment vous le déployez concrètement et comment vous orientez vos mandants aussi politiques et vos clients agriculteurs en particulier, parce que c'est dont on parle aujourd'hui, sur ce sujet? Disons que de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de projets qui ne se font pas à travers une ressource sécurisée. Si elle n'est pas sécurisée, si elle n'est pas pérenne, ça ne marche plus. Donc on a basé nos projets Aquadomicia à partir de la ressource Rhône, qui a fait l'objet d'une étude très récente. D'ailleurs, si vous avez des questions, il y aura une personne spécialiste qui pourra répondre sur le sujet. Donc avec une pérennité, une vision à long terme de la ressource Rhône comme pérenne, sachant que BRL est
prélève 0,23% du Rhône. Hein. Donc voilà, donc on est un peu à l'aise. On a un peu de la marge. Voilà. Donc ensuite, donc déjà, ressources Rhône ou ressources sécurisées, c'est-à-dire des barrages remplis en hiver, déstockés en été, et qui permettent d'avoir une ressource totalement sécurisée. Il n'y a plus de projets qui se font sur des ressources locales. Et c'est pour ça que le projet Aqua Domitia est passé, je dirais, par rapport à parfois des difficultés sur certains autres projets parallèles. C'est que c'est un projet d'abord qui tenait compte du besoin milieu. Hein. 20% de l'eau d'Aqua Domitia permet de soulager les prélèvements qui préexistaient sur les milieux sensibles, notamment la nappe astienne. Donc déjà ça c'est un facteur favorable quand vous êtes face à de l'opposition par exemple de projet. Et ensuite c'est à partir d'une ressource sécurisée et donc sans impact sur le milieu naturel local qui lui est contingenté de manière définitive. Hein. Il n'y aura pas de retournement de situation du dérèglement climatique. Hein. Ouais, Nina, une réaction aussi sur ce sujet. Est-ce qu'on doit penser l'irrigation comme un moyen de pérenniser une production actuelle ou un moyen d'aider à la transition du mode de production pour permettre quand même une pérennisation de cette activité, mais on va dire en la faisant évoluer également? Ouais. Et puis peut-être revenir juste sur l'idée quand même ou le problème de l'acceptabilité sociale. Je pense qu'il est quand même super important. Et aujourd'hui, voilà, les citoyens, c'est un sujet qui est encore, dans notre région, dans les régions méditerranéennes, encore assez peu connu du grand public. Et je pense qu'il y a une importance majeure pour la filière de s'emparer et d'être proactif dans la réponse qu'elle peut apporter aux citoyens, au grand public, c'est-à-dire d'expliquer, on l'a vu avec l'exemple du rosé de Provence, je trouve qu'il était vraiment super intéressant, d'être proactif pour dire pourquoi est-ce qu'on en a besoin et qu'est-ce que ça nous permet concrètement. Et voilà aussi comment on la gère. Ouais, et voilà, et du coup, quelles sont les contreparties? Et donc là, on a vu des mesures entre guillemets volontaires. Donc voilà, Advini, vous avez une attitude proactive, mais est-ce que la filière collectivement, aussi hétérogène soit-elle, que ce soit les différents segments de marché, les différents types de production, est-ce qu'ensemble, on se met un petit peu des gages de qu'est-ce que ça veut dire bien irriguer ou irriguer de manière acceptable pour quel vin, pour quelle valeur, pour quelle production, pour quels emplois, export, pas export. Et je pense qu'il faut avoir le courage de rentrer dans ce niveau de finesse pour pouvoir en parler. C'est notamment, par exemple, avec les travaux de Juliette Le Gallo, où on essaie justement de voir qu'est-ce que ça veut dire l'irrigation pour un modèle donné. Et voir après, amener éventuellement ça dans le débat public pour se dire est-ce que c'est acceptable et est-ce que collectivement, avec le projet économique qu'on a pour la région, voilà, qu'est-ce qu'on en pense. Ça fait écho un peu à le monde n'est pas que vin. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire peut-être qu'on peut poser sur la table est-ce qu'on est OK pour allouer tant de volume d'eau pour faire du vin comme ci, comme ça, qui va employer tant de bonhommes, plutôt qu'un autre usage, qui peut être le tourisme, qui peut être de la tomate. J'ai été étonnée par le chiffre de besoin en tomates qui était présenté par Hernan. On voit que c'est équivalent à la vigne. Mais j'imagine que c'était pour de la tomate hors sol en hydroponie. On pourra lui poser la question tout à l'heure s'il y a... Oui, mais quand même, vu la quantité de tomates qu'on importe, peut-être qu'à un moment, le citoyen aura envie de poser la question. Et du coup, si on se pose cette question-là, c'est-à-dire, regardez, je donne des gages sur la bonne production, en tout cas la bonne mise en œuvre de l'irrigation pour produire tel vin, tel produit, mais si finalement on arrive à avoir ce niveau de réflexion par segmentation de produits, en disant il y a tel vignoble, tel produit, ça c'est OK, mais ça veut dire que si ça c'est OK, parfois ça c'est pas OK. Et Monsieur Pellet, est-ce que vous pensez qu'on est en capacité de dire, là, collectivement, on se dit que, et je vise évidemment personne, mais sur tel vignoble pour tel produit, non, en fait, on n'a pas la ressource, ou politiquement, collectivement, on fait des arbitrages politiques différents qui disent, là, on va plutôt dire, non pour ce produit-là, ce vignoble-là, dans tel territoire-là, compte tenu de la ressource actuelle, et donc mettre en place des systèmes d'accompagnement vers un changement de production, ou un changement de modèle, ou une sortie de la vigne, que sais-je. Si on dit c'est OK pour certains, ça veut dire que parfois, ça ne va pas être OK pour d'autres. Vous savez, le monde de l'agriculture comprend aussi qu'il y a du changement. Il est en pleine évolution. Il est en pleine évolution. Donc aujourd'hui, vous avez parlé des tomates. Et quand j'entends dire que 70% des fruits et légumes sont importés en France, c'est quand même scandaleux.
Bon, après, il faudrait rechercher un peu toutes les raisons pour lesquelles. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand on parle irrigation, quand on parle agriculture, on est dans un changement global. Hein, on le dit, on est dans un changement global. Un changement. Et les générations, les jeunes générations comme les anciennes, le comprennent, ces choses-là. Je crois que je vois la diversification, je le vois au niveau de mon territoire, des jeunes qui font des courges, des jeunes qui font des asperges, des gens qui font des tomates, des gens qui font des patates douces. Enfin, je veux dire, toutes ces choses-là, l'agriculture est en train d'évoluer. Elle évolue alors, moi je le dis, dans un sens positif. Et je crois que quand je vous entends parler, quand j'entendais les débats tout à l'heure, je me dis que ces débats, il faudrait les avoir avec les composantes directes. Il y a les représentants du monde agricole là, mais il faudrait les avoir avec des représentants, avec des agriculteurs. C'était un peu l'appel qu'a eu Nicolas Garcia tout à l'heure, en disant venez chez nous en Provence. Voilà, donc il faut des débats comme ça sur la chaire eau. Il ne faut pas se contenter de le faire entre l'INRA, le vice-président du département, le directeur de BRL. Je crois que tout le monde était invité, et que les invitations ont été relayées auprès de la profession. On est invité, on est ravis, mais je crois que il faudrait que le monde de la recherche et le monde de la production se parlent. C'est ça. Vous savez, je le dis souvent, moi, dans un autre monde, je dis il faudrait que les archis aillent travailler chez des maçons et que des maçons aillent travailler dans des cabinets d'archis pour qu'ils se comprennent. Et là, c'est un peu la même chose. Et si on veut casser ces barrières, parce que en quelque part, quand il y a débat, quand il y a etc., la presse s'en empare, on met des barrières, on exagère. Je crois que il faut que les gens échangent. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont l'intelligence de comprendre que la ressource eau, on est dans un changement climatique, qu'il faut la partager, bien l'utiliser. Après, je corrigerai quand même ma collègue Juliette tout à l'heure qui parlait des rosés de Provence, c'est les meilleurs au monde. Je dirais un des meilleurs au monde, et à ceux du Languedoc aussi. Pensez l'irrigation comme levier d'adaptation. C'est quelque chose qui est aussi déjà opéré chez Advini. Alors, un des leviers peut-être, oui. Ouais. Oui, bien sûr. On en parle depuis ce matin et clairement, c'est important de garder ça en perspective. Bien sûr. Ça vient couronner, ça vient achever tout un cycle de transformation des systèmes de production. Et on ne plante plus des vignes comme on les plantait il y a 10 ou 15 ans, parce que la question de l'architecture du vignoble, des densités de plantation, parce que la question des porte-greffes, parce que la question de comment on prépare les sols en amont de façon à justement corriger un peu les teneurs en matière organique et avoir des sols beaucoup plus résilients. Enfin, c'est des sujets de fond. Et l'irrigation vient s'intégrer comme une des cordes à cet arc-là. Mais clairement, le sujet de fond, il est autour de quelle est la ressource qui est disponible et comment on peut, en effet, sur ces sujets de gouvernance de l'eau, réussir à avoir des décisions qui soient acceptables, qui soient concertées et qui reprennent un petit peu tous les systèmes de contraintes sur le territoire. Je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on a... je l'ai dit tout à l'heure, non, mais on a eu des éléments de réponse tout au long de la matinée. Est-ce que finalement, on est très au clair sur la connaissance de la disponibilité de la ressource? Je sais que, Carmen, c'était quelque chose qui t'interpellait pas mal quand on a préparé notre intervention. On a beaucoup discuté, mais ça peut-être que vous aurez des réponses pour moi. On a beaucoup discuté du pilotage des consommations de l'eau, de façon à le suivre de façon assez précise, voire même de pouvoir arbitrer en situation de tension par rapport à des quotas. La question de la disponibilité à un instant T, à ma connaissance, on ne la maîtrise pas. On ne sait pas quel est le niveau de remplissage des nappes, quel est le niveau de relargage de l'ensemble des cours d'eau. Sur une question de pilotage dynamique, on a la composante prélèvement, on n'a pas la composante état des lieux. Et c'est vrai que toutes ces questions qu'on se pose, elles ont du sens pour gérer une ressource rare. Alors, dans tous les cas, il ne faut pas gaspiller l'eau, clairement. Mais si on n'a pas de visibilité dynamique sur la rareté de la ressource, c'est vrai que ça rend, à mon avis... on a un trou dans la raquette. On est capable de piloter de façon très fine tout ce qui sort, mais pas forcément ce qui rentre. Ouais. Peut-être que je me trompe. Alors, est-ce qu'on a des éléments de réponse pour pouvoir piloter de manière dynamique et aussi rendre compte de manière dynamique? Ça va être un très mauvais exemple, BRL, parce qu'en fait, 94% de l'eau prélevée, c'est de l'eau sécurisée, Rhône ou barrage sécurisé rempli en hiver. Donc, oui, c'est vrai qu'on a cette difficulté sur 6% de l'activité de BRL. Donc voilà, donc ça reste quand même la partie tenue. Mais bien entendu, clairement, de toute façon, les projets d'aménagement aujourd'hui sont des projets qui s'orientent d'abord que sur des ressources sécurisées, mais qui s'orientent aussi vers
donc le soulagement des prélèvements dans les ressources qui sont en tension. Après, le travail de vision globale des ressources, c'est pas le travail de Bérel, l'aménageur, c'est le travail, c'est les instances, les clés, les sages, par bassin versant, qui ont ce souci, qui ont cette vision-là. Voilà. Alors sinon, quand même, pour parler des ressources de Bérel sécurisées, on a connu l'histoire, parce que c'est des démarrages de Bérel en 1955, et c'est vrai qu'au début, on mettait d'énormes tuyaux, des prélèvements dans le Rhône, 75 mètres cubes secondes, enfin, c'était assez énorme, quoi, voilà. En 2023, on prélève 15 mètres cubes secondes, au maximum, donc, vous voyez donc le ratio. Donc il y a eu quand même, entre l'ambition initiale et aujourd'hui, il y a eu quand même énormément de baisse de prélèvements. Pourquoi ? Parce que tout le monde a fait des efforts à tous les niveaux, dans toutes les cultures. Parce qu'on parle de la viticulture, avec goutte à goutte, etc., c'est très bien. Mais l'arboriculture, qui est quand même un fleuron dans le département du Gard, elle est depuis des décennies sur de l'irrigation micro-asperceurs. Il n'y a plus du tout d'asperceurs massifs et tout ça. Il n'y a plus d'irrigation de gabegie de l'eau, y compris l'eau du Rhône, qui pourtant présente encore de la disponibilité. On est vraiment sur tout corps de métier de l'agriculture confondu, on est vraiment sur une notion d'optimisation de la ressource permanente. Voilà. Alors, l'optimisation de la ressource pour l'arbo, c'était peut-être le prix de l'eau, pas forcément la volonté au départ, parce que c'est des choses qui ont démarré depuis 20, 30, 40 ans, quoi. Donc le prix de l'eau était un facteur de limitation à l'époque. Aujourd'hui, c'est la rareté de la ressource, bien sûr. Je rebondis sur la question du prix de l'eau. Est-ce qu'il faut imaginer, pour continuer à on va dire, optimiser cette utilisation de l'eau, et puis aussi être en capacité de donner des gages en transparence au reste de la société, parce que je pense que c'est aussi peut-être une condition d'acceptabilité de l'irrigation de la vigne, qui pose quand même un certain nombre de questions. Pierre-Philippe n'est pas là, qui est le DG vigneron de Buzet, et il interpelle la profession en étant lui-même de la profession, en disant est-ce que la société est prête à attendre, même s'il y a des leviers techniques qui existent, qu'on irrigue la vigne, qui est une culture non alimentaire, qu'on exporte beaucoup en plus, alors même qu'il y a une tension sur la ressource. Même si la ressource initiale elle est sécurisée, la distribution fait qu'il y a des arbitrages politiques à faire. Du coup, j'ai fait ce commentaire-là, mais j'ai perdu ma question. Mais si, est-ce que du coup, pour continuer d'avancer et rendre des gages, qui me semble être, mais vous allez corroborer ça, une des conditions, on va dire un facteur clé de succès pour qu'on puisse irriguer de la vigne, est-ce que, pour aller au-delà, une tarification progressive de l'eau, la mise en place de quotas, est possible? Alors techniquement on l'a vu, mais en tout cas socialement et professionnellement par la profession, on va dire envisageable. On fera réagir bien sûr la salle. Alors moi je pense qu'avant de considérer l'instrument tarifaire qui existe déjà, BRL a un prix, voilà, mais on va dire que d'un point de vue politique publique, on n'a pas d'instrument tarifaire. Ça veut dire que l'État n'ambitionne pas, pour me contredire, mais ou un SAGE, ou un établissement public de bassin n'ambitionne pas de réguler les prélèvements d'eau avec des signaux économiques de type prix. C'est le cas, par exemple, aux États-Unis, en Australie, jusqu'au marché de l'eau. Pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Et je pense que bien avant ça, déjà, il y a un problème de connaissance. Tout à l'heure, on a parlé des prélèvements de l'agence de l'eau, la base de données prélèvement des agences de l'eau. Pour ne pas citer le territoire, c'est un des territoires sur lesquels je travaille, on s'est rendu compte qu'il y avait des écarts monstrueux entre la base de données État et la base de données agence de l'eau. Donc aujourd'hui, en France, en tout cas sur certains territoires, on connaît très très mal nos prélèvements en eau. On est pour moi encore dans une économie de l'abondance. Là, je ne parle plus du tout du monde du vin, je parle vraiment de la gestion de l'eau. En général. Voilà. Et quand on entend tous les problèmes auxquels on va faire face et auxquels on fait déjà face, on peut se dire que c'est un peu surréaliste, cette méconnaissance. Donc réfléchir à des politiques, entre guillemets, assez sioux de type instrument tarifaire, quand on ne sait même pas qui prélève et combien et pourquoi, pour moi, on n'en est pas du tout là. Très fausse bonne idée, quoi. En tout cas, on n'en est pas là. Et le deuxième point que je voudrais mentionner en tant qu'économiste, c'est qu'on a une forte hétérogénéité des types d'exploitation. Donc un prix unique, par exemple un symbole, un mètre cube, voilà, et puis 100 mètres cubes plus loin, autre chose, entre quelqu'un qui est en gravitaire, parce qu'il y en a pour d'autres raisons qu'ils le sont toujours, on va avoir une forte injustice, à la fois dans les capacités, liées à des raisons technologiques et des raisons de valorisation. Donc à mon avis, ce sera injuste et en plus complètement inefficace,
parce que les gens, et cette hétérogénéité se reflète dans la qualité des vins produits et la valorisation des vins produits. En chiffre d'affaires par hectare, voilà, on va c'est même pas du simple au double, hein, c'est du simple à 10 fois, et ne parlons pas du rosé de Provence. Donc en plus, ce sera complètement inefficace. Qu'il les dépasse. Et du rosé du Languedoc. Et du coup, ce sera complètement inefficace parce qu'entre guillemets, les riches, pour eux, ça va continuer à être la petite facturette en bas et bien avant tout le reste, le fossil fuel, le marketing, etc. Et pour le vigneron qui essaie de tant bien que mal atteindre sa retraite, voilà, lui, ça va peut-être le mettre à plat. Donc voilà, gros warning sur ce type d'instrument. Monsieur Dumont, un complément, j'imagine. Je voulais juste illustrer le sujet de la méconnaissance des prélèvements. Parce que j'ai assisté à une étude qui a été menée il y a très peu de temps, il y a 2 ans à peu près, sur le Rhône, pour justement avoir une base exhaustive des prélèvements du Rhône qui était tout à fait méconnue. Et il y a 2 ans, hein, c'était pas il y a 20 ans. Hein. Oui, donc comme quoi... des ressources sont sécurisées, mais on ne sait pas exactement. Enfin, vous savez exactement combien vous prélevez, mais j'imagine que... Ça a été très intéressant d'ailleurs comme étude. Ça a permis de montrer que par rapport aux prélèvements théoriques connus dans les bases de données de l'agriculture, on n'était même pas à 30% de réalité de ce prélèvement, quoi. Et du coup, ça remet en cause la question de la sécurisation des prélèvements que vous évoquez ou Non, pas du tout. Ça allait de plutôt dans le bon sens. D'accord. Une réaction également, Monsieur Paulet ? Oui, une réaction. Vous parliez tout à l'heure donc de l'irrigation de la vigne, qui n'était pas un aliment indispensable, qui est parti à l'exportation, mais quand même l'exportation, c'est important. Vous fais remarquer que c'est quand même à la balance commerciale. Hein, je ne donne pas mon avis. Hein. J'explicite, on va dire, un point de vue qui existe dans la société pour vous permettre de réagir. Le vin aujourd'hui, dans la balance commerciale, donc, est un facteur très important. Et sur l'économie, parce que je crois qu'il faut surtout qu'on remette toujours ce mot économie au centre de nos discussions. Parce que l'économie, c'est de l'exportation, c'est des circuits courts, c'est des hommes et des femmes qui, tous les jours, demandent à manger. Et dans l'agriculture, comme le dit une personne que je connais bien, l'agriculteur veut vivre du produit de sa production, non pas de subventions. Je crois que c'est important. Donc ces équilibres, ils sont importants. Et je crois que la tarification de l'eau, elle est liée en quelque part, elle est dans l'eau potable, on la voit dans différentes intercommunalités, etc. Mais je crois que c'est important ce partage, cette notion de partage, cette notion aujourd'hui. Mais je le répète encore une fois, l'irrigation n'est pas le seul outil de l'agriculture face au changement climatique. C'est un des outils, ça a été souligné tout à l'heure, hein, donc le travail des sols, etc., etc. Donc toutes ces choses-là, c'est un panel qui est global. Et il faut qu'on raisonne, je crois, globalement, parce qu'il faut qu'on sauve notre agriculture, qui ici, dans le département, est essentiellement viticulture, c'est vrai, mais il faut qu'on la sauve parce que c'est notre territoire. C'est l'aménagement de ce territoire. L'agriculture, c'est le 2e PIB du département de l'Hérault, par exemple, derrière le tourisme, mais très lié avec le tourisme. Si l'agriculture n'existait pas dans ce département, le touriste, comme je dis souvent, à l'époque, il venait, grande motte, un côté, l'autre bien rouge d'un côté, bien rouge de l'autre, et je repartais. Aujourd'hui, non. Les gens viennent à la plage, mais les gens viennent découvrir ce pays, du bord de mer jusqu'aux avant-monts. Donc, s'il n'y avait pas cette agriculture, vous l'avez dit tout à l'heure, une de vous deux, donc si on ne se retrouve qu'avec des friches, avec les risques d'incendie qu'on connaît, etc., je crois que ça fait partie de beaucoup de choses, de l'économie, de l'aménagement du territoire, de la qualité de vie de ce territoire. Ça, c'est important. Monsieur Dumont ? Oui, je voulais juste rebondir sur 2 choses. Donc, il y a de l'agriculture enfin là, c'est un peu une opinion. Il y a de l'agriculture pour produire des produits de l'agriculture, et de l'agriculture pour produire des produits qui vont permettre de nous nourrir et des circuits courts. Ça nous pose pas de problème. Comme ça pose pas de problème qu'il y ait des industries agroalimentaires pour faire de l'exportation, des industries agroalimentaires pour nourrir les Français, des industries qui consomment de l'eau pour fabriquer des voitures. Donc à un moment donné, l'outil agricole est un outil comme les autres, c'est une industrie comme les autres. Voilà. Ça, c'est un peu une opinion. Mais sinon, après, je voulais aussi dire autre chose, c'est que ce qui est très intéressant, on a cité il n'y a pas très longtemps une réunion à un COPIL sur un projet du département de l'Hérault, ce qui est très intéressant aussi dans l'organisation des études préalables des projets aujourd'hui, c'est qu'on regarde le côté volet économique dans la mesure où on mobilise la ressource en eau pour pouvoir irriguer, etc. Et on compare ça au volet économique si on ne fait rien. Et là, c'est pas inintéressant quand même de voir que lorsqu'il y a les friches qui vont brûler en permanence sans ressources en eau pour pouvoir éteindre des incendies, on se retrouve aussi avec des coûts économiques notables. Oui, le coût d'opportunité du non-maintien de l'agriculture. Voilà, exactement.
avec un des leviers qui est l'irrigation. Du coup, je dois forcément vous faire réagir en tant qu'économiste. Du coup, ce coût d'opportunité, est-ce qu'il est assez bien intégré dans les réflexions sur l'évaluation économique et la pertinence économique de l'irrigation pour la vigne? Je ne suis pas persuadée que... Enfin, c'est des choses sur lesquelles on travaille, mais je ne suis pas persuadée que ce soit très largement fait. Enfin, BRL, vous devez le faire, forcément, quand vous raisonnez vos stratégies d'investissement. Mais je ne suis pas certaine... Enfin, je ne pense pas que ce soit une perspective et une démarche dans laquelle sont les acteurs territoriaux, donc les collectivités ou l'État, quand ils vont donner des feux verts, par exemple le plan de développement rural. Je ne pense pas que la région fasse ces travaux d'évaluation économique. Donc j'espère qu'avec ce qu'on fait, ça pourra y contribuer. Mais, et bien sûr, on l'entend souvent, la question de l'incendie, pousser effectivement la réflexion sur quel est le vrai contrefactuel à du coup j'irrigue pas, qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui part en intégrant les conséquences indirectes. Du coup, j'irrigue pas, et donc potentiellement, on va dire, mise en risque de la production agricole et donc de la pérennité d'une activité agricole sur un territoire donné. Et donc, voilà, est-ce que ça, à l'échelle d'un département, alors c'est peut-être pas dans la responsabilité du département, mais est-ce que vous êtes amené à mener ce type d'études? Oui, on le mène, ce type d'études, tout en préservant la ressource. Aujourd'hui, le département de l'Hérault, Jean-Pierre Dumont en parlait tout à l'heure, donc on a un plan irrigation. Ce plan, c'est préserver la ressource, c'est ne pas détourner les cours d'eau, c'est profiter de l'eau du Baronne en hiver, quand le Rhône se déverse 55 milliards, Jean-Pierre, c'est bien 55, ça, je me suis pas trompé aujourd'hui, qui partent à la mer, 3 milliards qui sont prélevés en général sur le Rhône, et 150 millions qui est l'autorisation maximale de BNREL. Et nous, ce que nous proposons dans le département de l'Hérault pour rééquilibrer tous ces territoires, mais je le répète encore une fois, l'irrigation n'est pas notre seul bras, mais nous proposons de prendre en hiver cette eau qui part à la mer, de la mettre dans des retenues hivernales. Hein, on ne parle pas de bassines, on ne parle pas, parce qu'aujourd'hui, les médias, c'est que ces choses-là qu'on véhicule. Donc, les garder et les redistribuer en été, cette eau du Baronne. Hein. Donc, je crois que, il y a des équilibres. Il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension. Personne n'a, vous savez, au niveau du département de l'Hérault, nous n'avons pas, c'est pas une hégémonie de dire on va faire ci, on va faire ça. Non, on écoute le territoire, on écoute. Et ça, c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'écoute. Il faut écouter les chercheurs, il faut écouter les professionnels, il faut écouter le territoire et essayer, avec tous ces paramètres, de mener une politique ambitieuse, mais ambitieuse pas pour dire on a fait, non, ambitieuse politiquement pour le territoire. Ça, c'est important. On évoque là, en vous écoutant, des leviers relevant de la gestion quantitative de l'eau. On a traité la question de l'irrigation de précision à l'échelle de l'exploitation. On a bien vu que tout était encore engagé, même si les outils ne sont pas complètement déployés aujourd'hui. Il y a un enjeu de transfert de la recherche. Du côté de la gestion quantitative un peu plus en amont, est-ce qu'on peut soulager un peu la contrainte? On en a parlé un peu avec des retenues d'eau hivernale, la réhute, couplée réhute et retenue. Au sein de BRL, c'est des sujets que vous explorez? Aujourd'hui, on a participé au projet de Roquefort des Corbières, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop d'ambition à ce niveau-là concrète. On est plutôt en veille de ce qui existe, et la région Occitanie intervient quand même pas mal sur pas mal de projets. On va participer à un projet aussi, probablement, d'utilisation d'eau usée destinée à l'irrigation dans une zone de la Camargue ardoise. Enfin, voilà, on essaye d'être présent dans quelques projets. On n'est pas porteur nous-mêmes, directement. Hein, voilà. Mais parce que on peut pas tout faire. Oui, puis on a vu quelques limites. C'est pas adapté ou adaptable partout. Carmen, au sein d'Advini, est-ce que c'est des travaux sur lesquels vous êtes engagés? Vous attendez du potentiel? Oui, le sujet est clairement prégnant. Et puis on a vu que c'est des sujets qui sont extrêmement polémiques. Les questions de stockage, en effet, il y a des méga-bassines, il y a des petites retenues collinaires. Après, il ne faut pas opposer non plus, faut avoir une approche qui est très multifactorielle et multi-enjeux, parce que submerger des zones humides, aussi. Oui, mais en prenant en compte toute une variété d'enjeux, parce que les enjeux de biodiversité viennent parfois rentrer en tension avec des enjeux de captage d'eau. Sur les sujets de réutilisation, c'est des sujets aussi sur lesquels on commence à travailler, en sachant que
On a des configurations qui sont très différentes sur des vignobles plutôt littoraux, là où les eaux de steppe sont complètement maltraitées l'été parce qu'il y en a trop et que la population touristique explose et que de toute façon, c'est des eaux qui ne vont pas soutenir un étiage sur des rivières. Ça a vraiment du sens de déployer des solutions qui soient un peu ambitieuses et un peu innovantes sur ces territoires-là. Donc là encore, il faut que les solutions soient adaptées aux enjeux spécifiques du territoire et permettent d'être construites de façon concertée. Allez-y, M. Pellet. Sur la réhute, ouais. une réflexion me vient. Aujourd'hui, j'ai entendu le président de la République qui a dit qu'il fallait travailler ces sujets, etc. C'est tout à fait normal, c'est bien. Aujourd'hui, en France, 1% de réutilisation. En Espagne, 15%. Là, 70% de nos fruits et légumes viennent d'Espagne, ou du Maroc, ou etc. Alors, en quelque part, je me pose des questions. Je me dis... Est-ce qu'ils sont plus fufus que nous? Est-ce qu'ils ont plus de scientifiques que nous? Est-ce qu'ils ont plus de... Oui, ils sont peut-être moins exigeants aussi sur les questions environnementales et sociales. Je dis pas qu'il faut... Aujourd'hui, on a des stations d'épuration qui sont de plus en plus perfectionnées. Je veux dire, les stations d'épuration d'aujourd'hui qui se construisent n'ont rien à voir avec ceux qui étaient faits à l'époque où on décantait et puis on balançait. Donc aujourd'hui, nos stations sont de plus en plus... On prend Maïra, la station de Montpellier, la métropole de Montpellier, qui traite environ 400 000, une population de 400 000 habitants, et on va balancer cette eau au milieu de la Méditerranée, au milieu de nos poissons, de nos algues, de toute... Je me dis, il y a quelque chose quand même qui ne va pas. Dans ce pays où l'Europe, d'un côté ou de l'autre, l'Italie c'est pareil, font 12 ou 15%, nous on fait 1%, on se gratte la tête pour savoir encore si dans l'eau très claire il y a encore quelque chose qui pourrait encore nous embêter, et on achète les fruits et légumes en majorité qui arrivent d'Espagne et qui inondent le marché. Voilà, je pose la question. Avec une Espagne qui réduit de 40%, je crois, en tout cas c'est ce que Pierre-Philippe aurait dit, c'est un exemple qui lui tenait à cœur. L'Espagne a réduit de 40% son irrigation ces derniers temps. Et puis prenez aussi l'exemple australien où on a été amené à arracher de la vigne en dépit de système d'irrigation parce que les ressources n'existaient plus. Mais bon, fort à espérer que cette situation ne se retrouve pas ici dans nos contrées. Nina, vous vouliez réagir? Non, mais juste sur ce pourcentage d'équipements en réhute par pays, je pense qu'il est complètement corrélé au niveau de tension. Enfin, je ne sais plus comment l'appelle la FAO, mais il y a un indicateur qui montre, en gros, c'est ce niveau de tension que nous, on expérimente en France, mais pendant longtemps, là, en ce moment, mais pendant longtemps, on n'avait pas de tension. C'est juste une question économique. On va aller chercher, c'est comme une mine, on va de plus en plus loin et on exploite du pétrole de plus en plus coûteux à partir du moment où le marché valorise la ressource. Donc aujourd'hui, il ne la valorisait pas, donc on n'avait aucune raison d'aller la chercher, quoi. Et puis non, mais blague à part, oui, effectivement, le sud de l'Espagne s'est mis à fond sur fruits et légumes. C'est ce que vous disiez, c'est une industrie agricole. On voit tous la mer de plastique d'Almeria, on a tous ça en tête. Mais après, s'ils nourrissent le monde, il y a des effectivement, il faut essayer de réfléchir, pas uniquement territorial, mais un peu l'idée de l'empreinte carbone ou l'empreinte eau. Ça pourrait donner des arguments pour la diversification aussi, quoi. Ouais, juste une petite réaction sur l'Espagne. Il y a quand même, récemment, on a des données qui sont sorties qui sont assez alarmantes, sur 75% du territoire espagnol qui serait en voie de désertification. Ouais. Je ne suis pas sûre que ce soit le modèle de gestion qu'on veuille dupliquer en France. Mais c'est parce que justement, il y a eu les enjeux d'accaparement, il y a eu les enjeux à nuancer quand même. En tous les cas, par rapport à la réutilisation des eaux usées, il y a un vrai souci quand même des taux disponibles lorsque les réseaux d'irrigation existent au même endroit avec un prix de revient de l'eau qui est forcément moins cher que la remise à niveau de l'eau pour... l'eau du Rhône amenée à côté de Maïra, elle est à 10 centimes d'euros le mètre cube. Donc si vous n'atteignez pas ça au niveau des eaux usées, ça ne marchera pas. Par contre, là où il n'y a pas de réseau, évidemment, il n'y a pas d'investissement à faire, on a l'eau sur place. Donc il y a vraiment je pense qu'il y a vraiment des opportunités extraordinaires sur les endroits où on est très loin des réseaux et très loin des ressources. Voilà. Et sur lesquels il n'y a pas de soutien d'étiage par les effluents, quoi. Nina, est-ce qu'il n'y a pas d'autres aussi leviers d'ordre stratégique dont devrait prendre en main les ODG, la profession, pour mettre en correspondance, on va dire, le marché et la capacité de production?
Effectivement, on peut penser du coup, si on fait moins de quantité, parce qu'on ne pourra pas irriguer partout, parce qu'on va devoir irriguer moins avec plus de contraintes, l'autre levier majeur, c'est soit réduire les coûts, mais c'est vrai que la plupart des économistes viticoles ou des experts disent que sur les charges, on n'a quand même pas beaucoup de marge. En revanche, sur les prix, je ne dis pas qu'on en a, mais une des études qu'on a menées, donc on a montré que pour l'instant, sur le volet Pays d'Oc, donc la moitié de la production IGP du Languedoc, dans les 10 dernières années, les prix ont effectivement réussi à compenser, même plus que légèrement compenser, la baisse des rendements. Donc ça incite, bien sûr la question c'est jusqu'à où, et puis on ne pourra pas prolonger la tendance éternellement, mais en revanche ça incite peut-être les ODG, les viticulteurs à travailler sur ce levier de la valorisation. Et donc bon, j'enfonce une porte ouverte, parce qu'ils le savent depuis longtemps, mais une idée qu'on observe dans le Nouveau Monde notamment, c'est par exemple les labels pour faire reconnaître un vin qui aurait été produit sans eau ou avec des bonnes pratiques de gestion de cette eau. Et donc, en gros, c'est la reconnaissance du consommateur pour cet effort consenti par le vigneron soit à perdre un petit peu de rendement, soit à avoir beaucoup travaillé, à avoir fait de l'agroécologie, à avoir exploré d'autres leviers. Donc ça me semble quelque chose aussi sur lesquels ce serait intéressant de se pencher. Avec, de toute façon, la généralisation de l'affichage environnemental, la question se posera pour le vin comme pour d'autres productions agricoles. Carmen, du côté d'Advini, justement, comment vous gérez cette correspondance marché et capacité de production? La question de la valorisation, elle est hyper intéressante. On a du mal à rendre compte sur une étiquette, en dehors d'un label bio ou HVE, de bonnes pratiques de gestion. Et clairement, ce qui est dans HVE à date sur la gestion de l'eau, c'est quand même pas très très ambitieux. Donc oui, ça fait partie des questions qu'on se pose. On n'a pas encore de solution miracle, mais très disposé à travailler là-dessus. On a, sur ces questions d'adéquation entre notre offre et les marchés, des sujets qui sont quand même en train de changer assez fort. On en fait surtout, on est plutôt spécialisé dans les vins de terroir. Un terroir, c'est un sol, c'est un savoir-faire et c'est un microclimat. Le climat change. Comment on fait évoluer les deux autres paramètres? Est-ce qu'on garde nos savoir-faire? Est-ce qu'on garde notre matériel végétal, nos itinéraires de culture? On a quand même vu ce matin que c'était relativement absurde et qu'il fallait les faire évoluer, mais que ça ne suffisait pas forcément. Est-ce qu'on travaille sur le matériel végétal? Est-ce qu'on travaille sur tous ces sujets-là? Ou est-ce qu'on travaille sur les profils produits? Et la question, c'est est-ce qu'on est prêt? Est-ce que les consommateurs sont prêts à voir la typicité de nos produits évoluer? Ça dépend. Ça dépend un peu des marchés, ça dépend surtout de comment on accompagne ce changement-là. Le climat bouge, donc le terroir bouge, parce que le climat est une composante du terroir, donc les cahiers des charges appliqués sur ces terroirs doivent bouger aussi. C'est un peu ça que l'illustration dans les Côtes de Provence était assez claire. Il y a quand même beaucoup de leviers qui sont activés par certaines ODG qui se posent des questions et qui avancent. C'est pas forcément le cas sur tous les territoires. C'est aussi des questions de marge de manœuvre disponible et de potentiel de valorisation. Mais clairement, oui, faire évoluer la liste des cépages, par exemple, qui sont autorisés en appellation, ça pourrait avoir du sens. Faire évoluer des questions de densité de plantation, par exemple, ça pourrait en avoir également, d'itinéraire de conduite. Il y a tout un tas de questions à se poser et ça aussi, c'est des réflexions qui doivent être collectives et qui doivent être pensées au vu d'un nouveau système de contraintes. Monsieur Dumont, au sein de BRL, vous êtes amené aussi à animer, j'imagine, des séances de participatives mêlant différents représentants de la société et de la profession pour imaginer de nouveaux modèles de gouvernance. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un sujet pour les acteurs comme vous et les acteurs de la profession à imaginer ensemble des nouveaux modèles de gouvernance sans attendre que l'État tranche? C'est vrai, on est vraiment amené à être au contact de la profession à travers des instances de concertation permanentes, à la fois pour les transferts d'eau, ça faisait partie des passages obligés pour réussir à faire accepter ce projet, mais aussi sur les réseaux de desserte locaux sur lesquels il faut avoir de manière constante un niveau d'information, un niveau d'interactivité avec les acteurs du territoire permanente. Donc on profite de ces moments-là privilégiés justement pour faire passer des messages, pour faire passer les messages de l'usage de l'eau optimisée, pour faire passer des messages de l'usage d'outils tels que Okapi, tous les usages possibles et imaginables. Les capteurs connectés, les électrovannes, voilà, qu'on a vu. Ouais, mais par contre, après, voilà, on va pas plus loin, quoi. On est focus sur notre métier. C'est vrai que ça fait partie des choses qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire profiter de ces moments privilégiés
pour essayer de faire passer d'autres messages qui sont peut-être qui vont encore plus loin, sachant qu'après les acteurs du territoire n'ont pas à gérer la ressource en eau. Après, ils ont leurs bornes et c'est nous qui l'assumons, quoi. Voilà. Avec un contre-exemple quand même qui nous intéresse beaucoup. Enfin, il nous intéressera beaucoup de voir un peu ce que donnera cet exemple-là. C'est il y a un secteur sur lequel on produit l'eau brute en gros à un secteur avec un volume qui permettrait, d'après nos ratios habituels, d'irriguer 800 hectares et sur lequel l'ASA qui assume ça, via l'association spécialisée autorisée là, qui assume la distribution, a pris la gageure d'irriguer 1200 hectares. Ça veut dire qu'ils ont accepté d'entrer une très forte limitation des ratios, qui ne sont quand même pas des ratios très luxueux pourtant. Hein. Donc on sera très intéressé de voir ça, parce que quelque part, ils ont déjà accepté les 2 années sur 10 de défaillance, ils ont déjà accepté un niveau de lutte contre le stress hydrique au plus bas niveau possible. Voilà. Nina, est-ce qu'il y a de la place pour de la créativité dans les instances de gouvernance, en tout cas dans les nouvelles modalités de gouvernance à imaginer? Je pense, parce que je sais que c'est des sujets qui vous tiennent à cœur, on peut imaginer un État qui dise moins 20%, moins 30%, moins X% de réduction pour tout le monde. Et du coup, là, ça conditionne. Je ne sais pas si c'est ubuesque comme scénario. Je ne suis pas sûr que ça paraît réaliste. Excusez-moi, mais c'est terrible parce que du coup, les bons élèves qui ont fait les efforts avant se retrouvent avec moins 20%. C'est là où je voulais en venir, en fait. C'est exactement là où je voulais en venir. Et du coup, est-ce qu'il ne faut pas arriver à donner des gages? Est-ce qu'il n'y a pas des modèles de gouvernance à imaginer, justement, pour que on ne tombe pas dans ces travers-là? Oui, c'est sûr, et on revient sur la question de la donnée, hein, de la traçabilité des efforts, des équipements, de comment les gens travaillent pour pouvoir pour pouvoir derrière imaginer des politiques publiques ou des incitations locales. Mais c'est très très compliqué. Plus c'est hétérogène, plus c'est compliqué. Donc effectivement, il y aura peut-être réfléchir à des grands principes, mais localement, on l'a vu, hein, l'hétérogénéité est telle que il faudra aussi que ça vienne peut-être des ASA, des groupements de producteurs eux-mêmes qui ont travaillé ensemble sur et qui sont en capacité de rendre compte de leur complexité à eux. Et nous, on a une marque, par exemple, le Côte de Provence, on est une marque, ou vous, Advini, et voilà ce qu'on garantit. Mais oui, il faudra probablement en passer là, parce que si c'est l'État qui doit venir faire des restrictions, ce que vous aviez mis et ce qu'on expérimente, si c'est moins 20% pour tout le monde, ce sera... Enfin, les bons seront perdants. Inéquitable, ce sera inéquitable. En quelque sorte. Ouais. Monsieur Pellet, du coup, est-ce que ça peut aller jusqu'à, parmi ces leviers stratégiques et politiques, donc on l'a vu, accompagner le déploiement d'une irrigation de précision, mettre en place des systèmes d'irrigation, on va dire optimiser, accompagner aussi la transition de modèle et la mise en place de leviers complémentaires à l'irrigation, parce qu'il n'y a pas que ça. Mais dans certaines zones, on ne va peut-être pas y arriver. Est-ce que, du coup, on peut aller jusqu'à accompagner, là aussi, la diversification et de penser, basculer sur autre chose que la viticulture, même si on l'a vu, dans certaines zones, ça va être très compliqué d'imaginer autre chose. Mais forcément, il faudra y arriver. Les endroits où la vigne ne pourra plus trouver sa place parce que tous les paramètres que vous venez d'évoquer, il faudra arriver à trouver une diversification, mais il faut aussi s'appuyer, je crois, beaucoup sur la technologie. On l'a dit, ça a été dit en amont. Tout à l'heure, j'écoutais dans le modèle d'irrigation, dans la précision du moment où on va irriguer. Et je crois que il faut que le monde agricole, le monde viticole, et c'est ce qu'ils font de plus en plus, mais il faut le développer, s'appuie sur la technologie. On s'appuie sur la technologie, on va venir irriguer à l'instant T le nombre de millimètres qu'il faudra pour répondre au stress hydrique. Et si on s'appuie sur cette technologie, on va économiser de l'eau qui pourra être disponible pour un autre. Donc je crois que aujourd'hui, je le répète, ce qu'on a dit depuis le début, on est tous ensemble autour de la table, on est tous ensemble face à ce changement climatique. L'eau, elle est diverse, on va l'utiliser de diverses façons. Je crois qu'il faut qu'on se mette tous autour de la table et s'appuyer sur la technologie, sur la recherche, sur l'innovation. Ça, c'est important. Je crois que pour moi, c'est ce qui est important aujourd'hui dans le schéma pas qui se dessine, le schéma dans lequel on est. Parce qu'on dit toujours il se dessine. Non, on est dedans. Là, on est dans le dur. Là. Nina, sur cette question de la diversification, est-ce que c'est le bon moment
pour penser à diversification? Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais effectivement, il y a un élément qui est quand même intéressant, c'est le renouvellement des générations. On l'entend, c'est une réalité pour toute l'agriculture française et je crois européenne aussi. Donc c'est voilà, peut-être se préparer à, entre guillemets, c'est aussi une opportunité d'installer des jeunes avec voilà, qui ont des nouveaux projets, qui vont se former à droite, à gauche, et peut-être de réfléchir, piloter un petit peu ces nouvelles installations, bon, voilà, s'inspirer de la planification sans être dans un kolkhoz organisé, bien sûr, mais se dire que voilà, c'est aussi une opportunité pour réfléchir, donc c'est probablement le bon moment. En revanche, voilà, c'est vrai que la diversification, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle quand même, les agronomes nous le disent souvent, hein. Si on ne peut plus avec la viticulture, il n'y aura plus grand-chose d'autre. Donc est-ce qu'une forme de diversification, c'est pas aussi de se dire on accepte un modèle viticole, parce que la vigne, en fait, c'est une bonne plante pour ces terroirs compliqués. On parle pourtant de l'agave, on parle d'autres productions, de la pistache ou autre, ça reste très anecdotique. Non, mais je ne suis pas du tout experte, donc pour l'instant, visiblement, ça reste anecdotique. Après, on voit il y a la compagnie des amandes, etc., qui investissent, mais pour ça, on s'aperçoit que si c'est des modèles industrialo compatibles, en fait, ils ont aussi besoin d'eau, voire beaucoup plus d'eau. Donc je pense qu'il n'y aura pas de solution miracle. Donc la question, est-ce que ce n'est pas diversifier juste la forme de viticulture qu'on accepterait de garder sur certains terroirs, notamment par exemple pour lutter contre les incendies, soit avec des subventions publiques, soit avec une valorisation par le marché. Et c'est des choses qu'on observe déjà. Oui, ou une rémunération du service environnemental de prévention des incendies. Qui existe déjà. Hein, Ok, et largement déployé au sein du conseil départemental, il y a ce type de... Alors encore une fois, c'est peut-être pas du ressort du département, je ne sais pas. Non. Mais de l'État. C'est aussi, il y a une question aussi qu'il faut se poser, qui est un corollaire, c'est le renouvellement des générations. Aujourd'hui, le monde viticole est vieillissant. Donc, on connaît les crises successives que l'on a connues, les rendements, etc. Donc, inciter des jeunes, comme vous le disiez, qui vont arriver prendre la relève, des jeunes quand il y a une relève familiale, mais des jeunes qui ont envie de s'installer. Je crois que on a besoin de prendre en compte ce changement et peut-être cette évolution de la viticulture, de devenir plutôt quelque chose qui est la vigne et autre chose. Hein. Donc, je crois que il y a des équilibres à faire. Nos grands-pères entre guillemets étaient sur la vigne de père en fils, etc. Donc aujourd'hui, on est devant le changement climatique. Je crois que mais le monde agricole en est pleinement conscient. Hein, et je crois que on discute souvent, notamment avec les SAFER, etc. Quand on voit les transmissions, quand on voit les installations, quand on voit tous ces paramètres-là, il faut en tenir compte. Il va falloir en tenir compte. Carmen, j'imagine que c'est une réalité prégnante au sein d'Adveni comme au sein de toute filière et tout acteur agricole. Cette question du renouvellement de génération, est-ce que vous êtes amené à accompagner une diversification, donc soit vers d'autres cultures ou vers d'autres types de vins et d'autres types de viticulture? Et après, j'aurais une autre question que j'enchaîne direct parce que comme ça tu l'as. C'est quid du consommateur là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des leviers à aller chercher auprès de lui? Oui, alors sur l'accompagnement de la diversification, pas vraiment, parce que notre cœur d'expertise, il est quand même très orienté viti. Par contre, la responsabilité sur le renouvellement des générations, s'il y a plus de fournisseurs de raisins ou de vrac, notre activité de négoce, ça tiendra pas longtemps. Hein. On a monté, justement, pour répondre un peu à ça, là, il y a 8 ans, un concours qui s'appelle le Concours Vignerons et Terroirs d'Avenir, je vois Isabelle qui sourit, avec la fondation de l'Institut Agro, justement pour aider à mettre le pied à l'étrier à des jeunes qui s'installent. Et c'est des sujets, donc un accompagnement technique avec les étudiants de l'ASP Vitiono d'ici, de Montpellier Supagro, avec un chèque à la clé, mais aussi avec un système de mentorat qui permet quand même d'aider un petit peu. Donc on essaie de faire des choses justement pour encourager, pour aider, mais en tout cas, clairement, on a conscience que notre activité, elle dépend du fait qu'on continue à avoir des viticulteurs demain. Et ça, c'est quand même extrêmement préoccupant, et ce, dans pas mal de bassins. J'ai plus l'âge en tête, mais de mémoire, je crois que c'est entre 55 et 60 ans l'âge moyen des producteurs sur le bassin languedocien. Enfin, on est vraiment sur des données qui sont extrêmement alarmantes. Consommateurs, ça place du consommateur, et puis derrière, en fait, il n'y a pas que des consommateurs, il y a aussi des citoyens, des habitants. J'imagine que là aussi, il y a des sujets à traiter avec eux. Qu'on produit aussi pour eux ou à côté d'eux. Oui, il y a plein de sujets sur l'adaptation des pratiques à ses voisins et la bonne concertation locale. On pourra encore en parler longtemps. Ça va finir par toucher aussi les sujets d'eau. Sur les sujets de compréhension des consommateurs, Nina a parlé tout à l'heure de la question de la création de valeur. La question de la création de valeur, elle arrive aussi après une étude marketing qui nous permet de voir quelles sont les attentes des consommateurs.
et ils sont peut-être prêts à payer plus cher, mais peut-être pour des produits qui sont un petit peu différents. Et actuellement, dans la filière viticole, on connaît très mal nos consommateurs par rapport à d'autres filières. On parle beaucoup de la déconsommation de vin par rapport à la bière notamment. Et les brasseurs, ils ont une connaissance extrêmement fine de toutes les occasions de consommation, de tout leur profil type de clients et partout dans le monde. Actuellement, la filière viticole, alors lié au fait qu'on soit assez morcelé, peut-être assez fragmenté, mais on a du mal à avoir cette connaissance de données-là, et donc on a du mal à répondre aux attentes des marchés, et donc à créer de la valeur par ces engagements-là face aux attentes des marchés. Et ça, c'est un très gros sujet, donc on investit pas mal là-dessus chez nous, et il y a pas mal justement de structures professionnelles qui se saisissent aussi de ce sujet. Mais pendant très longtemps, la filière Viti a vécu un peu sur ses acquis, en disant que voilà, on était sur une logique un peu de marketing de l'offre avec l'expression de nos terroirs, et on est en train de changer un petit peu de perspective et ça devient vraiment nécessaire. Nina, au-delà du consommateur, il y a des citoyens, des habitants. Est-ce que dans vos travaux de recherche, vous posez la question à titre personnel, j'imagine, mais vous le traduisez en termes de recherche sur comment intégrer l'habitant citoyen au-delà du consommateur, mais juste la personne qui vit à côté de la parcelle. Est-ce que il n'y a pas là aussi des leviers à aller chercher et trouver les moyens en tout cas que la profession trouve les moyens et c'est ce que disait M. Pellet, d'interagir mieux et de co-construire. On parlait de charte locale, en tout cas d'être en capacité de rendre compte sur de la bonne pratique. Là aussi, il y a des leviers à aller chercher, j'imagine, avant que peut-être le grand public ne décide tout seul ou s'exprime tout seul, sans que ce soit forcément encadré ou en tout cas organisé par la profession. Alors sur le citoyen à proprement parler, j'ai pas trop de réponses. Après, on va dire avec une casquette plutôt multi-acteurs, donc l'ensemble des acteurs d'un territoire, dont le citoyen et dont les autres agriculteurs, les collectivités, etc. Oui, il y a des travaux. Par exemple, on a un projet de recherche européen où justement on essaie, aux côtés d'outils de modélisation qui visent à représenter l'évolution des besoins en eau et des solutions, de faire discuter à l'échelle d'un petit bassin, d'un bassin versant, l'ensemble des acteurs pour essayer de dessiner les futurs possibles, à la fois en prenant en compte des tendances un peu exogènes, telles que le changement climatique, l'économie mondiale, etc., et co-construire ensemble quels sont les chemins qu'on peut imaginer collectivement. Et donc, en tout cas, ne pas construire ces chemins-là uniquement dans la filière vin ou dans une filière spécifique, mais vraiment les travailler à l'échelle territoriale. Et là, à cette échelle-là, forcément, il y a des arbitrages entre différents projets, qui soient agricoles, viticoles et environnementaux. Et puis on l'a vu, un des enjeux, c'est que ces arbitrages se fassent de la manière la plus éclairée possible, avec cette question de la donnée rendue accessible, ce qui pose la question des équipements qui permettent de capter cette donnée et de piloter les pratiques pour pouvoir rendre compte aussi de tout ce qui est fait et bien fait aussi. On va prendre une question de la salle ou parmi les participants. Oui, c'est le moment. Ou pas, sinon je me tourne vers la salle directement si jamais vous êtes plus à l'aise avec ça. Ou Nina. Ouais. Je trouve qu'on a très peu parlé de l'échelon de la filière. Ouais. Et ça vous a pas échappé dans les news en ce moment. On parle aussi de surproduction du vin. Et c'est peut-être pour reboucler, mais quand même pour redonner un peu une réflexion sur qu'est-ce que tout ça veut dire. Là, je parle de l'irrigation. On est en train d'optimiser les facteurs de production. On est en train de sécuriser une quantité. À l'échelle de l'exploitation, tout le monde en est convaincu. C'est normal, il faut boucler les fins de mois, payer ses salariés, etc. À l'échelle de la filière, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir qui dépasse largement la question de l'irrigation, mais qui est la question de quelle quantité, pour quel marché. Une forme de régulation aussi de la production par la profession et la filière en particulier. Oui, c'est ça. Et là-dedans, l'irrigation pourra trouver sa place si de ce discours... si cette anticipation, cette planification un peu de qu'est-ce qu'on veut faire avec quel segment de vin dans quelle région, et du coup aussi l'acceptabilité peut-être pourra trouver sa place. Mais c'est vrai que là, pour... Produire pour produire, en gros, ça pose la disons que peut-être qu'un jour le contribuable en aura marre de payer 2 fois, une fois pour les réseaux d'eau et une autre fois pour la distillation, quoi. Une question de la part de la salle et puis des participants qui sont en ligne. Oui, donc alors effectivement, on a des questions un petit peu générales. Bon, ça a quand même été le sujet de la table ronde, donc on va dire que vous avez abordé l'essentiel des questions, même si tout le monde peut-être ne s'y retrouvera pas dans la formulation précise. Alors il y en a une notamment sur lesquelles on souhaite revenir.
Donc l'irrigation est présentée comme un levier complémentaire à d'autres pratiques. Mais dans les faits, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elle diminue le besoin pour les agriculteurs d'adopter de nouvelles pratiques viticoles? Donc la question de l'irrigation comme maladaptation, est-ce que, voilà, et à quelles conditions à partir du moment où on rend l'eau disponible avec l'irrigation, finalement, les autres leviers deviennent moins nécessaires. Allez-y, je vous en prie. Donc, je pense que là, j'entends bien votre question. Non, le viticulteur, le vigneron, aujourd'hui, il sait qu'il y a un changement climatique. Il y est, il le prend, il en tient compte. Et je le dis, je le répète, et quand vous discutez avec les représentants du monde agricole, ils savent que l'irrigation est un des leviers. Mais il y a d'autres leviers. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui le travail qui est fait dans nos vignes. D'une manière générale, j'habite en campagne, à l'époque, je voyais des vignes désherbées, plus dures qu'un stade de foot. Et aujourd'hui, je vois des vignes qui sont labourées, des vignes qui sont enherbées, je vois des vignes qui ont complètement évolué. Donc ça veut dire que le vigneron l'a pris en compte, ce changement climatique. Donc l'irrigation, c'est une irrigation, encore une fois, je le répète, raisonnée, modérée. C'est pas à grande eau comme on a pu connaître. Je disais tout à l'heure, dans les années 70, ou quand Jean-Pierre Dumont en parlait, quand le baron est arrivé dans nos terrains, on balançait la flotte et puis voilà, basta, comme on dit chez nous. Donc aujourd'hui, ça a changé. Le travail du sol a nettement changé. Les labellisations, que ce soit bio bien sûr, mais HVE, Terravitis, toutes ces choses-là. Et ça, c'est le client, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le consommateur qui l'exige. C'est pas, même si le vigneron ne voulait pas, c'est le consommateur qui l'exige. Une courte réaction depuis la salle, après Nina. Merci. Nous, à l'échelle de Fruition, auprès de nos clients et plus largement nos prospects, on voit quand même qu'il y a encore des mythes à détruire, et notamment le mythe que trop d'eau ne peut pas faire de mal. Ça, c'est pas vrai. On le sait, ça peut être délétère pour la qualité, le rendement et la résilience de la vigne à la sécheresse, de une. Et puis ce mythe, en fait, il en appelle un autre qui est souvent, les vignerons, ils ont tendance à craquer, ceux qui peuvent irriguer, à craquer devant l'apparition d'un stress thermique. Donc un épisode de canicule où là, le rendement de l'année, donc le chiffre d'affaires de l'année dans la vigne, pourquoi on n'irriguerait pas pour le sécuriser, quoi. Sauf qu'un manque d'eau dans l'air, c'est pas un manque d'eau dans le sol, donc il ne va pas être résolu par une irrigation. Et ça, c'est encore des choses sur lesquelles il faut communiquer largement. Donc il reste encore une fois à transférer ces connaissances, et même si les représentants et même tout le monde, théoriquement, je pense, est bien conscient que c'est un des leviers, reste à casser certains mythes, et puis encore une fois donner les outils et les connaissances et les mettre à disposition des viticulteurs. Vous vouliez réagir ? Oui, non, très rapidement. En tout cas, je trouve que la question mérite d'être posée. Enfin, il faut la poser et essayer d'observer a posteriori. Est-ce que ceux qui irriguent ont moins investi sur les autres leviers d'adaptation, quoi. Et donc nous, j'espère qu'on aura des résultats bientôt là-dessus. En tout cas, on essaie de regarder, par exemple, si effectivement ceux qui ont l'irrigation vont moins avoir tendance à planter des cépages résistants. Donc explorer la question de la maladaptation, elle est quand même centrale en tout cas pour la recherche. C'est important qu'on suive ça. Une réaction, monsieur. Je vous laisse vous présenter, rapide. Une question, bonjour, réaction et puis un petit commentaire. Représentant des vignerons coopérateurs. Pardon, je vous ai parlé devant, j'ai parlé par vous et sur vous, et du coup on n'a pas compris que vous étiez. Fabien Castelbourg, représentant des vignerons coopérateurs dans l'Hérault, donc vigneron à côté de Montpellier. Pour répondre et apporter quelques éclairages plus aussi de terrain sur, effectivement, je crois que si on veut casser la réticence des agriculteurs en général à aller sur des nouvelles pratiques du genre enherbement, je crois que d'apporter de l'eau, ça peut lever cette première barrière. J'en suis l'exemple. Moi, j'ai pu irriguer avec BRL, donc j'ai tout de suite sur mes parcelles irriguées, sachant que je prenais moins de risques, essayé des couverts végétaux. Donc là, c'est peut-être un effet d'entraînement qu'on a peut-être du mal à mesurer scientifiquement. Par la suite, c'est sur le point précis des enherbements des couverts végétaux, on parle de carbone, on connaît le prix de l'azote, ça peut être aussi des facteurs. Il y a des techniques comme ça qui vont permettre de résoudre plusieurs problèmes, plusieurs questions qui sont posées à nous. Et comme c'est très multifactoriel, ça va être difficile à mesurer, à appréhender a priori, mais
par constat de terrain, je pense que quand on lève les barrières, on ouvre la porte à beaucoup d'évolutions. Donc c'est pour dire que si on apporte un peu d'eau, et toujours je partage qu'il va falloir la mesurer, en utiliser le moins possible, et ça c'est ce qui est... Alors moi j'aimerais qu'on puisse mettre des chambres à pression sur toutes les parcelles et pouvoir mesurer au plus près du terrain, donc il va falloir mesurer le plus finement possible. Donc je ne vais pas faire plus long sur ça. Et pour répondre au niveau de la distillation, c'est vrai que c'est une interrogation qu'on peut se poser. On a eu un gel 2021 avec une faible récolte, et l'année d'après on demande à distiller. Donc ça nécessite peut-être un petit peu de compréhension et d'élargissement du spectre. Depuis 2019, taxe Trump, Covid, le gel, maintenant guerre en Ukraine, inflation, baisse de la consommation tendancielle en France, augmentation de la consommation de bière. Tout ça s'inscrit dans une tendance globale qui fait que les marchés sont quand même très perturbés. Et donc, malheureusement, pour répondre conjoncturellement à un problème momentané de surproduction, on est obligé d'en passer par ce qui nous crève le cœur, c'est-à-dire distiller des vins, et qui coûte effectivement au pouvoir public. Mais je pense qu'il faut qu'on prenne en compte, parce qu'on parle beaucoup et on mesure assez bien les externalités négatives de la viticulture dans le Languedoc, mais je pense qu'il faut creuser encore plus sur les externalités positives, que ce soit sur les incendies, et ce que les acteurs de la viticulture en général peuvent apporter comme externalité là-dessus. Et je pense que ça, c'est moins mesuré. En tout cas, moi, je le vois moins, et pourtant, j'essaye de voir. Et je pense qu'il faut que l'on insiste sur ça. Et l'aspect social, moi, je représente les vignerons coopérateurs aussi d'Occitanie. C'est 17 000 adhérents, 17 000 vignerons coopérateurs. Qu'est-ce qu'on va leur donner comme solution si on voit que s'il n'y a pas de vigne, qu'est-ce qu'on va mettre derrière? Merci pour ce commentaire, ce témoignage. Donc on l'a compris hein, depuis tout à l'heure, déployer des outils pour améliorer le pilotage de l'irrigation, mais avant ça, mettre en place tout un tas de leviers complémentaires à l'irrigation, être en capacité aussi de donner des gages sur la bonne utilisation de l'eau pour mettre des éclairages, pour permettre plutôt d'éclairer des décisions politiques qu'on espère prises de manière la plus collective possible, impliquant différentes parties prenantes. Expliquer aussi certaines décisions qui peuvent apparaître quand on regarde ça un peu trop vite de loin, un peu étrange. Effectivement, de subventionner à la fois l'irrigation puis l'année d'après la distillation. Voilà, on l'a compris qu'il y a des facteurs qui peuvent contribuer à l'expliquer, mais pour autant, voilà, ça fait partie des choses à mettre en avant. Je vous laisse la parole pour un dernier mot de la fin pour cette table ronde, pour avoir votre message clé, ce qui vous tient à cœur, ce sur quoi vous souhaitez que les gens, ce que vous souhaitez que les gens retiennent de votre intervention. Carmen. Alors je commence. Je pense qu'on l'a dit en long, large, en travers aujourd'hui. Clairement, il n'y a pas de solution miracle pour adapter la viticulture en milieu méditerranéen. Il y a toute une batterie de leviers qu'il va falloir actionner. Et là-dessus, je pense que c'est important qu'on ait en tête que chacun doit faire sa part, un peu à tous les niveaux. Et il y a eu des interpellations de la profession vers la recherche, de la recherche vers les producteurs. Enfin, je pense qu'il va falloir qu'on réussisse à s'aligner là-dessus. Puis peut-être un dernier petit compliment, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de la dimension économique, malgré le fait que ce ne soit pas une culture alimentaire de la viticulture. Il y a quand même une dimension culturelle et patrimoniale qui est forte, qu'il faut qu'on garde en tête, qui est importante, parce que moi je bosse pas, je fais pas du vin comme je ferais des tomates. Et cette dimension-là et cette histoire, elle est importante. Monsieur Dumont. Disons que je parlerai de BRL, qui est un acteur qui essaye à son niveau d'apporter une réponse aux collectivités. On est un aménageur, mais un aménageur au service des collectivités, au concédant la région Occitanie. Et on essaye d'apporter notre pierre pour essayer de trouver des solutions d'adaptation au dérèglement climatique. Voilà, on fait ce qu'on peut. Avec une approche globale, de plus en plus prégnante. Plutôt que de répondre à un seul besoin, voilà, de plus en plus avoir une approche globale. Je crois que c'était aussi un des points sur lesquels oui, tout à fait. Vous souhaitez insister. Nina ? Je sais pas si j'ai vraiment un message final, mais en tout cas, oui, on est devant un défi majeur, je pense, de l'économie viticole et cette question de l'eau. Donc effectivement, comme disait Carmen, tout le monde doit faire sa part. Il faut qu'on innove rapidement, aussi bien sur les plans techniques que de gouvernance et économique, sur les instruments. Et c'est vraiment à toutes les échelles que ça peut émerger, quoi. Et le rôle de la recherche, il est peut-être, pour parler un peu des projets qu'on fait, il n'est pas uniquement dans les solutions techniques, mais aussi dans l'agencement de tout ça et dans l'émergence de ces processus sur le terrain. Monsieur Pellet, le terrain, ça vous parle ? Le terrain, ça me parle, c'est mon quotidien.
Mais moi je dirais, puisqu'on parle viticulture, nos vignerons, nos viticulteurs ont produit pendant de longues années du vin, se souciaient peu du consommateur. Ensuite, le consommateur a mis tous ses paramètres et aujourd'hui, nos vignerons doivent impérativement tenir compte de la volonté du consommateur. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, je tiens à le souligner, je le redis. Les efforts immenses, je le répète, donc faits par le monde des viticoles, le monde de l'agriculture, par rapport à ce qui était fait dans les années 70. Tout à l'heure, vous avez dit la personne qui habite à côté d'une exploitation. Moi, j'avais envie de vous reprendre et vous dire à la personne qui est venue habiter à côté d'une exploitation, parce que l'exploitation agricole, elle était là. C'est un petit détail. Alors aujourd'hui, je crois que, je le répète, moi, je vous ai écouté, j'ai écouté tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt. Je dis, comme le vigneron a écouté le consommateur, eh bien, moi, mon vœu le plus cher, c'est qu'aujourd'hui, la recherche et le monde vigneron se parlent, travaillent ensemble, pas dans chacun dans son coin, mais je sais que ça se fait, ça discute. Je crois que bon, on est dans un changement, on y est, qu'on le veuille ou non, on y est. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on discute ensemble parce que la solution, elle n'est pas unique. C'est pas l'irrigation, je vous l'ai dit, c'est tous ces paramètres. Mais c'est aussi la recherche avec les professionnels, qu'il y ait une interconnexion, qu'il n'y ait pas deux mondes différents et toujours avec un même quand même leitmotiv, l'économie de ce territoire, la protection de ce territoire, notion environnementale, mais le mot économie, il ne faut jamais l'oublier. Pour moi, c'est important. Merci à tous les quatre et fort à parier que, on va dire, ces messages clés, on va les retrouver également dans la conclusion que va faire Jean-Marc Touzard, mais on peut effectivement vous applaudir, vous remercier pour votre participation.